Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind the Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Ce samedi, je réponds à vos questions comme le mois dernier, j'ai continué la bonne tradition où tous les mois, je réponds aux questions qui m'ont été posées sur la chaîne Telegram ou bien dans les commentaires à des vidéos YouTube. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à la chaîne Mind the Cash, mettre des likes s'il vous plaît. Je vous rappelle que pour moi, c'est super important. Pour vous, c'est juste un clic et pour moi, c'est une vraie aide dans le développement de cette chaîne gratuite. Et évidemment, si vous voulez, vous pouvez partager cette vidéo à vos amis qui sont intéressés par la bourse et par la finance. Je vous rappelle également qu'il existe la chaîne Telegram dont le lien vous pouvez trouver à la description de cette vidéo. Donc, beaucoup de questions que je vais répondre aujourd'hui viennent de la chaîne Telegram justement où il y a beaucoup de questions que vous pouvez poser vos questions et vous allez trouver assez rapidement des réponses. Voilà, nous commençons. Donc je rappelle le format, donc les questions peuvent être posées de manière assez libre en fait. Si vous voulez, c'est pas forcément les questions qui sont liées directement à la finance, donc sur la vie privée, ça me dérange pas du tout de répondre, ça permet qu'on se connaisse mieux. Donc là, du coup, moi je vous parle de moi-même, vous me parlez de vous, donc ça c'est intéressant pour qu'on puisse se connaître un tout petit peu mieux. Voilà, donc là la plupart des questions étaient quand même liées à la finance cette fois-là. Donc là, je vais commencer par les deux questions de Pistache. Ça, ce sont des abonnés de la chaîne Telegram. Donc, quelles sont les 5 actions plutôt US sur lesquelles tu te positionnerais moyen terme, long terme lors d'une future correction des indices? Après ça, c'est une question assez simple à répondre parce que j'ai une stratégie assez claire comment je me positionne pendant les corrections des marchés financiers. Après, ça dépend également aussi qu'est-ce que vous appelez correction. Est-ce que c'est une correction de 5% ou c'est une correction de 50%? Parce que chacun a ses propres mesures, ce qu'on appelle correction, ce qu'on appelle chute boursière. Moi, là, je vais partir du principe qu'il y ait une correction légère. En fait, c'est juste pour corriger le trend haussier. Je pense que Monsieur Pistache qui pose cette question, il ne parle pas d'un crack boursier. Donc, s'il s'agit d'une correction, vraiment d'une correction, je vais rester sur mes mêmes tendances. J'ai une liste des valeurs qui m'intéressent. En gros, c'est principalement les pharma, c'est les biotech. Vous savez que j'aime beaucoup les biotech. Ensuite, j'ai quelques valeurs technologiques, donc j'aime beaucoup également le secteur technologique. Après, j'aime moins le secteur des valeurs traditionnelles, ce qu'on appelle value, qui ont été en vogue au début de cette année 2021 et à la fin de l'année dernière. Mais après, ça, ce sont mes propres visions. Je vous disais déjà que pour l'année 2021, j'aime beaucoup les semi-conducteurs. Donc là, évidemment, je vais profiter des valeurs sur les semi-conducteurs qui sont assez volatiles d'ailleurs. Donc s'il y a une correction, même une petite correction sur le marché financier, ces valeurs sont susceptibles d'être impactées de manière assez significative. Donc du coup, pour moi, ce sont des opportunités. Donc semi-conducteurs, forcément. Je vais me renforcer certainement sur ce que j'appelle les Big Pharma. Donc les Big Pharma, ma valeur préférée, comme vous le savez, c'est Roche Holding suisse. Ensuite, j'aime beaucoup Merck également. Je m'intéresse également à la valeur Bayern. Bayern, non pas Bayern. Bayern, c'est une équipe de foot. Donc visiblement, c'est l'Euro 2020 qui m'a influencé. Donc Bayer, société Bayer, donc ça c'est la pharma allemande qui était impactée par l'histoire de Monsanto et qui est cotée à des cours assez intéressants, mais par contre ils ont cette legacy en fait de mauvaises affaires aux États-Unis qui pèse sur les cours, mais je m'intéresse globalement à cette valeur. Et bien évidemment, si cette correction sera suffisamment importante pour toucher les valeurs de la catégorie A, donc la catégorie A vous pouvez trouver sur ma page Facebook, le lien se trouve également à la description de cette vidéo, je vais en profiter, donc je vais acheter certainement les valeurs de FANG, des valeurs de CME Group, des BlackRock, etc., etc. Donc toute la liste est assez longue, mais ce sont des valeurs quand même, c'est une quarantaine peut-être des valeurs que moi je trouve les meilleures au monde, qui ont des forts avantages concurrentiels, mais généralement ces valeurs elles baissent uniquement quand il y a des vraies chutes boursières. Donc j'ai du mal à imaginer que s'il y a une correction sur S&P de 5%, c'est ça que j'appelle une correction, donc que genre BlackRock va être divisé par 2 ou va baisser de 25%. Je m'en doute, peut-être après ça dépend des raisons, quelles sont les triggers de cette correction, mais en tout cas, s'il y aura des triggers qui vont impacter certaines valeurs de la catégorie A, forcément, je vais l'acheter. Voilà, donc là, je vais passer à une deuxième question. Bonjour Pavel, Alibaba, JD.com, les actions chinoises, tu les as jetées sur le Nasdaq. Peut-être je voulais dire que j'ai acheté sur le Nasdaq. En fait, c'est une très bonne question parce que quand on achète des valeurs chinoises, il y a un problème. Bon, évidemment, et on m'a posé beaucoup de questions d'ailleurs sur les valeurs chinoises. Je ne sais pas pourquoi, visiblement c'est un sujet qui est assez
assez populaire en ce moment, visiblement dans les autres réseaux sociaux. Il y a un risque de délisting. En fait, bon, ça, je ne veux pas vous raconter toute l'histoire de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Je pense que si vous posez cette question, vous êtes au courant parfaitement de ce qui se passe. Donc il y a effectivement les tensions énormes et avec l'arrivée de Biden, ces tensions n'ont pas apaisé. Donc même presque le contraire, je dirais. Donc effectivement, la question qui se pose, c'est d'acheter les valeurs qui sont vraiment sous-valorisées. Je trouve que les valeurs Alibaba et surtout JD.com sont très sous-valorisées par rapport à leurs homologues américains. Bon, Alibaba, pour ceux qui, je pense que vous connaissez, mais c'est un équivalent de Amazon. JD.com, c'est un concurrent d'Alibaba et du coup ici un équivalent d'Amazon. Moi, je les ai achetés sur Nasdaq. Oui, j'ai pris le risque. Je sais que j'ai pris le risque et finalement, s'ils se font délister, ce que je doute d'ailleurs, en fait, avec Donald Trump qui avait tendance de prendre les décisions fermes comme ça du jour au lendemain, je pense qu'avec Biden, il va utiliser d'autres instruments pour lutter contre la Chine, contre l'influence de la Chine, plutôt que de délister les compagnies américaines. Je vais vous dire pourquoi, mais ça c'est purement personnel pourquoi je pense, parce que aux États-Unis, ils ont quand même une certaine philosophie du capitalisme. Et je dirais du capitalisme libéral, plus exactement. C'est-à-dire que le marché doit se décider et comment les choses se passent pour une telle ou telle entreprise et faire le minimum d'intervention financière dans le monde et faire le minimum d'intervention politique dans le monde financier. Je pense que Biden, il est plus dans ce sens et je ne pense pas qu'il voudra remettre en cause l'attractivité des États-Unis comme une place majeure du monde en délistant les compagnies chinoises. Je pense que c'était vraiment les actes assez discutables que Donald Trump a entrepris contre certaines valeurs, notamment China Mobile, parce que ces gestes peuvent, comment mieux le dire, ils peuvent remettre en cause la réputation des États-Unis comme une place où n'importe quelle entreprise puisse faire son IPO et se trader comme les autres entreprises en bénéficiant des mêmes droits, du même système protégé par les droits américains. Donc là, je pense que Biden, je me trompe peut-être, dites-moi dans les commentaires à cette vidéo si vous pensez que je me trompe, mais je pense que Biden ne va pas forcément choisir ce chemin, il va utiliser probablement d'autres moyens politiques pour lutter contre la Chine, et donc du coup, je ne pense pas que l'achat de ces valeurs sur Nasdaq, elle est tellement risquée aujourd'hui. Elle était plus risquée avec Trump, selon moi, qu'elle est avec Biden. Voilà, donc ça c'est mon opinion. Ensuite, vous avez toujours une possibilité de les acheter sur les places d'origine, par exemple sur Hong Kong, mais dans ce cas-là, il faut se préparer de payer les frais plus importants et voir si votre broker autorise l'accès à ces places boursières. Et bien évidemment, si vous prenez cette décision, vous allez certainement investir dans la devise locale et dans ce cas-là, il faudra se couvrir contre le taux de change, etc. Donc je pense que ça risque d'être un peu compliqué. Si votre position n'est pas grosse, que je ne suis pas certain que ça vaut le coup de le faire comme ça. Parce que sinon, vous allez engager trop de frais pour protéger votre position si vous voulez faire sérieusement. Donc si vous faites sérieusement, vous achetez l'action Alibaba, par exemple, cotée en dollars hongkongais, dans ce cas-là, vous devriez vous acheter des futurs sur le taux de change quand vous pensez de la revendre, etc. Et donc, mais vous allez toujours avoir ce risque de devise. Donc après, je ne suis pas d'ailleurs certain que Alibaba elle est cotée en dollars Hong Kong. Bon, à vérifier. Donc, en tout cas, l'accès aux places boursières émergentes peut être assez compliqué. Déjà au niveau de frais. Au niveau des frais, ça peut être déjà compliqué. Voilà, la troisième question maintenant de Tino Malnoy. Bon, je ne sais pas si je prononce bien. Quelle action de luxe française acheter malgré cette hausse spectaculaire? C'est vraiment un secteur intéressant, c'est la question. Bon, il faut faire attention avec des valeurs de luxe. Pourquoi? C'est que souvent, ces valeurs de luxe ont une énorme exposition sur les émergents. Et ça revient à la discussion qu'on vient d'avoir sur les valeurs chinoises et sur la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Donc c'est vrai que les boîtes comme LVMH, comme Fendi, comme Richemont et même PPR peut-être en moindre mesure. Pas PPR, évidemment, c'est Kering maintenant que ça s'appelle, donc je deviens un peu vieux. Ça fait quelques années déjà que c'est comme ça. Vous voyez, ça montre bien que je ne suis pas spécialement ce secteur, parce que moi je suis toujours dans le monde PPR. Et ces valeurs font énormément de chiffre d'affaires en Chine notamment, donc en Asie et en Chine notamment, et dans les pays émergents. Et vu que c'est les marchés qui sont sous pression actuellement, il y a toutes les valeurs qui sont cotées en Chine sont décotées, comme on vient de voir, Alibaba et JD.com sont très décotées.
Donc ça peut poser des problèmes si la guerre commerciale continue, et moi je ne vois pas des raisons pourquoi elle ne continuerait pas. Et cette guerre commerciale, à un moment donné, elle devrait impacter ces valeurs qui sont exposées dans ces secteurs. Donc on ne pense pas nécessairement tout de suite quand on voit les valeurs comme LVMH qu'en réalité il y a derrière une grosse exposition sur les émergents, mais il y a cette exposition, il faut toujours garder ça en tête. Si vous croyez, on va dire, en quelque part un apaisement entre la Chine et les États-Unis et que ces pays vont se rouvrir, dans ce cas-là, probablement il y a encore de potentiel. Mais c'est vrai que je trouve que les niveaux actuels sont déjà trop gourmands. Donc là, vraiment, à ce stade, je ne regarde pas ce secteur. Pourtant, si je reviens sur la question précédente, si jamais il y a une correction et si jamais cette correction touche les valeurs comme LVMH, qui fait partie de ma catégorie A, dans ce cas-là, je vais peut-être y rentrer. Donc ça, c'est possible. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs en mars dernier quand il y avait la crise de Covid-19. Bon, la question suivante, posée par Rome. Bonjour Pavel, que penses-tu du crowdfunding immobilier ou autre dans une approche diversifiée pour la partie obligataire d'un portefeuille équilibré en remplacement des obligations d'État qui ne rapportent plus rien? Donc ici, la question est vaste en fait. Je vais essayer de la répondre de manière synthétique. Je vais me concentrer peut-être plutôt sur l'immobilier parce que si je veux partir sur d'autres marchés, je vais passer 2 heures à répondre que à cette question-là. Donc, crowdfunding, en gros, c'est quand on lève d'après les particuliers pour mener un projet dans cet exemple-là, l'immobilier. Ce qui me dérange dans cette situation-là, c'est que normalement, l'immobilier il est très facilement finançable par les banques. Donc, si jamais le projet a besoin de lever les fonds d'après les particuliers, cela veut dire que pour une raison X ou Y, les banques ne financent pas ce projet. Ça ne va pas nécessairement dire qu'il s'agit d'une arnaque, mais il faut quand même se poser des questions. C'est quoi comme projet? Pourquoi ils n'ont pas demandé à la banque de se faire financer, sachant que les taux sont presque à zéro? Donc, il faut comprendre le projet. Ben, ça, c'est vraiment la base. Parce qu'en fait, le risque que vous pouvez retomber dans les cas de figure, comme imaginez, par exemple, si vous financez derrière, ce sont des personnes au faible revenu. Donc, par exemple, les personnes qui ne peuvent pas être reçues par les banques, on va dire que les dossiers à la banque ne passent pas, et dans ce cas-là, votre investissement se retrouve à financer les immobiliers, l'achat immobilier par ces personnes. Dans ce cas-là, vous retombez probablement dans la catégorie des obligations, ce qu'on appelle junk bonds. Donc ça, c'est les bonds qui sont très risqués, et donc il faudra les comparer par rapport aux autres junk bonds, et pas par rapport aux obligations d'État, qui ne rapportent plus rien. Donc du coup, il faut vraiment, entre crowdfunding et crowdfunding, il y a une différence. Ça dépend qu'est-ce que vous financez derrière. Est-ce que c'est un projet fiable? Dans ce cas-là, oui. Est-ce que vous avez déjà l'information suffisante pour estimer la qualité de ce projet? Dans ce cas-là, ça peut valoir le coup éventuellement. Mais en tout cas, on ne peut pas se lancer sur n'importe quel crowdfunding juste parce que c'est crowdfunding et c'est à la mode. Il faut vraiment comprendre qui est le projet derrière et pourquoi ces projets ne peuvent pas être financés par d'autres sources, sachant que les taux sont à zéro. Et donc, et comprenez bien que le marché obligataire, elle est segmentée. Il y a en fait les high yield bonds, ce qu'on appelle, ou les junk bonds, ça veut dire que c'est les placements risqués, mais qui rapportent beaucoup. Et l'autre extrémité, c'est effectivement les high grade bonds, ça veut dire que les bonds de grande qualité, donc les AAA, AA+, etc., donc notamment les bonds de l'État. Donc ça, c'est qu'on ne rapporte plus rien, mais en tout cas, vous êtes quasiment certain d'être remboursé. Voilà, donc là, je pense que je ne sais pas si j'ai répondu à cette question, mais j'investis pas dans le crowdfunding, en tout cas pour le moment, peut-être un jour je veux le faire, mais en tout cas pour moi, cette question nécessite d'être précisée, parce qu'aujourd'hui, telle qu'elle est posée, elle est trop vaste pour que je puisse en parler concrètement. Donc l'immobilier, voilà, vous voyez, donc ça dépend de l'immobilier. C'est posé par Sepaflow. Bonjour Pavel, j'ai un ETF Asia et il fait du surplace depuis le début de l'année. Tu sais dire pourquoi? En fait, je pense que j'ai déjà presque répondu à cette question dans la première partie. Tout simplement parce qu'il y a des risques politiques. Donc, ça fait du surplace parce que les marchés s'attendaient qu'est-ce que Biden va faire avec la Chine. Est-ce que ça sera mieux qu'avec Trump? Quand il est arrivé, c'est pas mieux, c'est sûr. Peut-être même pire. Et donc, du coup, évidemment, les investisseurs essayent d'arbitrer entre les sociétés qui sont très sous-valorisées, comme Alibaba, comme Baidu, comme JD.com, comme plein d'autres. Il y a plein de belles sociétés là-bas. Ils ne sont pas aussi chers qu'aux États-Unis ou en Europe. Mais en tout cas, pour y investir, il faut être sûr qu'après demain, il n'y aura pas une vraie guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui
serait amené à impacter en fait votre investissement, voire mettre les restrictions sur la liquidité des titres de façon que vous ne puissiez pas récupérer votre capital. Donc ces risques, ils pèsent énormément sur ces investissements, sur ces entreprises. Donc forcément, ça fait du surplace parce que dès qu'il y a une moindre hausse, il y a tout de suite d'autres investisseurs qui veulent prendre des profits dessus parce qu'évidemment, il n'y a pas de visibilité. Donc vous voyez, les marchés, ils vivent toujours dans l'avenir. Ils vivent toujours des rêves par rapport à l'avenir. Donc s'il n'y a pas de visibilité, les marchés ne montent pas. Donc c'est ça qui est très important à comprendre quand vous investissez en bourse, qu'ils ne regardent pas tellement les faits. D'ailleurs, ça c'est une erreur que je faisais au début quand je commençais en bourse. Je regardais beaucoup l'état actuel. Mais en fait, ils regardent toujours dans le futur. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, le futur par rapport aux marchés émergents, et notamment les marchés chinois, n'est pas clair. Donc le temps qu'il ne sera pas clair, peut-être il y aura des hausses, mais ça ne sera pas une hausse en ligne droite, comme aux États-Unis. Donc maintenant, la question suivante qui vient encore de Pistache. Petite question fondamentale. Comment valoriser des sociétés de croissance? Quels sont les fondamentaux, ratios à regarder? Faut-il regarder en fonction du secteur, dans le secteur? J'ai l'impression, par exemple, qu'en suivant les préceptes de William O'Neill, avec la méthode Cancelim, bouquin formidable au demeurant, quand on arrive après la guerre. Les marchés actuels sont plus agressifs, anticipent énormément et l'information circule très vite. En suivant cette méthode, on aurait raté un bon morceau du parcours incroyable de Shopify. Je n'ai pas malheureusement lu le livre de William O'Neill, mais j'ai entendu parler, mais je n'ai pas eu le temps malheureusement. Je vais probablement corriger ce problème dans ma formation financière. Mais en tout cas, je vais vous parler d'une méthodologie que moi j'utilise pour valoriser les sociétés de croissance. Après, dans les sociétés de croissance, il y a deux types. Ce que j'appelle parfois catégorie C et catégorie D, il y en a certaines qui ont déjà du chiffre d'affaires, qui ont déjà des clients, etc. et ça marche. Donc ici, on peut appliquer certaines méthodes, on va dire, traditionnelles. Mais il y en a d'autres, là où il y a le plus de potentiel, justement, c'est la catégorie D, quand il y a souvent presque pas de chiffre d'affaires, ou pas du tout, mais par contre, il y a beaucoup de potentiel. Donc, et ça, c'est vraiment compliqué à les valoriser. Je vais commencer par cette catégorie D. Donc ici, vous pouvez regarder les ratios. Ici, vous pouvez regarder le ratio price to sales s'il y a déjà au moins un petit peu du chiffre d'affaires. Donc, mais ça risque d'être assez misleading parce que ce ratio va vous montrer des chiffres stratosphériques, mais évidemment, il n'intègre pas le potentiel de cette entreprise. Donc, vous pouvez comparer par rapport aux sociétés comparables si elles existent. Si elles n'existent pas, dans ce cas-là, ça sera peut-être une prochaine pépite, une société qui va devenir la catégorie A. C'est souvent dans le secteur de la tech, d'ailleurs, ça existe. Mais par exemple, ce que j'investis souvent dans les entreprises comme ça, de manière très diversifiée, dans le secteur de biotech. Dans le secteur de biotech, souvent sur une certaine niche, il y en a plusieurs sociétés comparables. Et là, on peut comparer effectivement. On peut prendre par exemple les petites sociétés de catégorie D qui travaillent sur les technologies CAR-T, ou bien qui travaillent sur les technologies de l'édition de génome, et comparer entre elles. Donc, entre les comparables, évidemment. Donc, ça, vous n'allez pas comparer la catégorie D et la catégorie C, parce que ça ne va pas vous montrer les mêmes ratios. Mais entre les deux sociétés qui n'ont pas de chiffre d'affaires, vous pouvez faire une petite comparaison. Et ou bien le petit chiffre d'affaires, parce que s'il n'y a pas du tout de chiffre d'affaires, dans ce cas-là, le price to sales va être infini, parce que bon, chiffre d'affaires, en général, il y en a un tout petit peu, parce qu'ils commencent à avoir les premiers clients. Une fois qu'ils sont cotés. Mais en tout cas, voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. En revanche, il y a un autre indicateur qu'on ne pense pas naturellement, c'est de regarder les partenariats. Je trouve que ça, c'est vraiment super important. Si vous prenez la société de la catégorie D et si vous regardez les partenariats avec des grosses entreprises qu'ils ont, notamment pour les biotech, encore une fois, c'est très représentatif. Donc là, pour moi, c'est un signe de la qualité de l'entreprise. Notamment, aujourd'hui, je vends souvent les options put sur une société Unicure, qui était à un moment donné dans mon portefeuille personnel. C'est une société, c'est une petite biotech qui a qu'un seul produit, qui n'a pas encore sur la phase 3 pour l'édition de génome. Et pourquoi j'ai investi? J'ai investi pour l'instant, je n'ai pas de position, je fais juste des ventes des puts. Mais pourquoi, quand je vends les puts, je vais vous présenter ça d'ailleurs dans le club Option Invest que je vais démarrer d'ici un mois à peu près. Donc, quand je vends les puts, cela veut dire que je m'intéresse en théorie à une option.
à une action, pardon, donc à partir d'un certain niveau. Donc du coup, c'est juste que en vendant les puts, je touche le cash tous les mois, et si jamais l'action baisse à ce niveau-là, je vais être en position. Voilà, en gros, cette société, elle a des partenariats avec des sociétés comme Bristol Myers, comme avec Sanofi, etc. Et donc pour moi, c'est rassurant, parce que même si cette entreprise n'a pas de chiffre d'affaires, ou pas vraiment, et même si cette entreprise n'a qu'un seul produit qui n'est même pas en phase 3, je peux quand même prendre un tout petit risque pour cette entreprise, parce que si Bristol Myers et si Sanofi ont décidé que cette entreprise est intéressante pour établir les partenariats avec elle, dans ce cas-là, c'est probablement quelque chose d'intéressant à investir, parce que cela veut dire que certainement qu'il y a un potentiel. Un autre indicateur intéressant, c'est de regarder les R&D, donc recherche et développement. Les sociétés qui font beaucoup de R&D et qui lèvent facilement les fonds pour R&D, cela veut dire qu'il arrive à convaincre les investisseurs, les business angels, les banques, etc., dans leurs projets. Donc ça, c'est déjà un indicateur assez intéressant, et surtout, il vous permet de trier quelque part les sociétés pseudo-arnaques. Notamment, je pense d'ailleurs à la société Nikola, donc qui, on va dire, soi-disant spécialisée dans les tracks électriques, mais en tout cas, cette entreprise, elle n'a qu'une présentation dans le PowerPoint. Et en tout cas, elle est tradée en bourse avec des ratios énormes. Pourtant, il n'y a rien encore derrière. Donc, pour détecter ce genre d'entreprise, si vous voyez que l'entreprise fait beaucoup de recherche-développement, et là, et son budget de recherche-développement est en constante progression, c'est probablement aussi un bon signe qui permettrait de dire qu'il y a vraiment un réel projet qui fonctionne, dans lequel les autres personnes investissent. Donc ça, c'est probablement quelque chose qu'il faut regarder. Mais c'est vrai que les ratios traditionnels, vous n'allez jamais trouver un ratio qui vous permettre de dire que voilà, cette entreprise est plus intéressante que notre. Parce que pour tous les ratios classiques, il faut déjà du bilan, il faut déjà des chiffres fondamentaux réels qui sont déjà bien settlés comptablement. Et là, et même pour les ratios qui essayent d'anticiper l'avenir, il faut que cet avenir se base sur des provisions plus ou moins raisonnables. Donc voilà. C'est pour ça que c'est pas facile d'invaloriser ces entreprises. Après, les entreprises de la catégorie C. Dans la catégorie C, en fait, c'est des entreprises qui sont déjà établies, notamment par exemple Alteryx, sur laquelle j'ai perdu pas mal d'argent. Mais en tout cas, cette entreprise qui m'intéresse toujours. Ici, c'est un peu plus simple, parce que déjà, si c'est pas un secteur de niche, évidemment, vous avez la concurrence. Donc, vous pouvez regarder qui sont les concurrents, quels sont les ratios pour leurs concurrents, quels sont leurs moites. En fait, surtout, moi, j'aime toujours chercher les avantages concurrentiels. Les moites, c'est les avantages concurrentiels, c'est un acronyme financier. Cela veut dire qu'ils ont quelque part un pricing power d'après leurs clients. Donc, ça veut dire qu'ils proposent quelque chose que les autres, la concurrence, ne peut pas proposer. Si vous allez détecter ces moites, vous pouvez faire vraiment de très belles affaires. Mais pour détecter ces moites, il faut voir aussi le ratio de la grosse marge, en fait la marge brute, parce que c'est elle qui démontre le potentiel du business model. Pour les entreprises de la catégorie C qui fonctionnent déjà, qui ont déjà des clients, c'est relativement simple, parce que même si la marge nette peut être négative, notamment parce qu'ils investissent beaucoup dans la recherche et développement, ou bien il embauche de plus en plus, vous pouvez toujours regarder la marge brute qui montre le potentiel. Si la marge brute elle est de 20% et cette société elle prétend être une entreprise de croissance, je pense d'ailleurs à Tesla, c'est pas rassurant, parce que quand la marge brute est de 20%, cela veut dire que c'est le maximum en quelque part vous pouvez en tirer. Il y a quand même quelques remarques qu'il faut faire pour certaines industries, notamment le e-commerce, où les marges brutes normales sont faibles, parce que c'est la structure du business qui est comme ça. Ou bien le business d'intermédiation, comme par exemple la société qui vend un produit, qui revend avec une marge vers quelqu'un d'autre. Donc ici, vous n'allez jamais avoir les marges de 90%, bon, hors secteur très particulier. Mais en tout cas, regardez les marges brutes, ça c'est très important. Évidemment, le ratio price to sales va être très représentatif pour les sociétés de la catégorie C. Je ne regarde pas beaucoup les endettements, parce que les endettements, après, ça dépend pour quel raison ils le prennent. Si c'est pour recherche et développement, c'est une chose, et si c'est pour payer les salaires ou payer les intérêts sur la dette précédente, c'est autre chose. Donc ça, il faut vraiment creuser dans la structure de la dette pour comprendre. Mais en tout cas, la croissance du chiffre d'affaires, c'est important également. Price to sales, comme je viens de dire. PE ratio, pas tellement. Forward PE ratio, c'est intéressant comme ratio, parce que c'est ce que attendent les analystes par rapport à cette valeur dans les années à venir. Ça, je pense que c'est très intéressant à regarder pour ce type des valeurs.
vous pouvez quand même déjà faire une certaine analyse. En tout cas, les modèles comme DCF, en fait, que de Discounted Cash Flow, d'ailleurs, il y aura des questions après sur ce modèle, sont plus difficilement applicables parce que vous ne pouvez pas forcément anticiper la croissance des profits de cette entreprise parce que c'est la catégorie C, c'est la catégorie de croissance. Donc vous pouvez être soit largement trop optimiste, soit largement trop pessimiste. Du coup, cette approche ne va pas beaucoup servir dans ce cas-là. Voilà, donc désolé, je ne connais pas l'approche de William O'Neill, et donc pour vous donner des précisions plus que ça par rapport à ce point. La question suivante vient encore de Pistache. Bonsoir Pavel, quelle est selon toi la meilleure entrée dans l'immobilier physique, pas SCPI ou REITs? Tu as dit dans ta dernière vidéo que tu devais recommencer ton accumulation de début dans l'immobilier et tu te prendrais autrement. Quelle serait ta méthode aujourd'hui? Vers quel type de bien ou quelle zone tu focaliserais-tu? J'habite en Provence et il est très compliqué de trouver des biens, généralement du cash flow, tellement les prix sont élevés. C'est une question très vaste encore une fois, donc là j'espère d'être synthétique pour répondre. Donc en fait pour moi dans l'immobilier il y a 2-3 stratégies qui marchent. En fait, une des premières stratégies, surtout si vous n'avez pas des fonds, si vous n'avez pas d'argent, la stratégie qui marche, c'est la location à l'année, mais avec cash flow positif. Pour avoir le cash flow positif, évidemment, il faut que votre loyer dépasse largement l'échéance du prêt. C'est compliqué, je sais, et c'est presque irréalisable dans les zones tendues, comme on les appelle. Donc Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, même si à Marseille il y a quelques opportunités. Ou bien vous devez faire un apport. Mais si vous faites un apport, dans ce cas-là, vous avez déjà des fonds. Et si je pars du principe que vous n'avez pas d'apport, dans ce cas-là, c'est quand même assez compliqué de le faire. Et d'ailleurs, à partir de l'année 2021, il y a eu de nouvelles lois qui se sont apparues, qui complexifient encore plus ces approches-là. Mais ça reste quand même le système bancaire un des meilleurs au monde, selon mon opinion, pour investir dans l'immobilier et de manière assez sécurisée. Parce qu'il y a très rarement dans les autres pays que vous pouvez trouver les financements avec zéro apport. En France, c'est toujours possible. Donc, on critique souvent la France, mais il ne faut pas la critiquer trop parce qu'il y a quand même des avantages pour les investisseurs. Qu'est-ce que je dirais par rapport à ça? Donc, c'est vrai que c'est compliqué à trouver les opportunités avec un cash flow positif et souvent ça sera des opportunités dans des zones un peu populaires. Donc c'est vrai que si vous sortez des grandes villes et vous allez dans les villes plus populaires, vous pouvez trouver assez facilement des produits où le cash flow sera positif, mais attention qu'il y aura probablement des risques locatifs plus élevés. Donc la perte de revenus des ménages, après le problème d'expulser la personne, ça peut être très compliqué. Après la qualité de locataire également. Donc même si je n'ai pas tendance à stigmatiser parce que j'ai eu des problèmes avec des locataires aisés dans le 92 et aussi dans le côté beaucoup moins aisé dans les villes plus populaires. En tout cas, en fait, le risque locatif dépend de votre sélection de dossiers. Donc en fait, ça dépend de vous. Votre bonne affaire se fait à l'achat et à la signature de votre contrat de location. Gardez ça en tête, c'est très important parce qu'il faut que vous achetez bien, mais il faut que vous louez bien aussi à des bonnes personnes. Donc, et ça c'est vraiment le plus compliqué dans cette affaire-là, surtout si vous investissez dans les zones un petit peu particulières de point de vue des dossiers locatifs, on va dire standards pour ces zones-là. Mais en tout cas, c'est vrai que si vous voulez faire du cash flow positif, en plus en Provence, donc c'est là d'ailleurs où je cherche en logement également, les prix sont élevés, mais pas partout. Là, je peux vous dire, par exemple, là, je peux vous partager mes recherches. Il y a plein de villes où la rentabilité est très élevée. Vous pouvez regarder Nîmes, par exemple. Vous pouvez regarder Avignon, en dehors de Intramuros. À Marseille, même, il y a des opportunités. Bon, ça va être difficile de faire du cash flow. Or, je parle pas des zones vraiment dangereuses. Après, il y a Cavaillon, par exemple. Là, c'est relativement rentable. Si vous voulez aller dans les villes plus grandes, vous allez Salon de Provence. Bon, il faudra creuser un petit peu pour trouver le cash flow positif, mais quand même, vous allez trouver à Arles, il y a plein d'opportunités. Notamment si on va plus vers à l'ouest, je connais aussi Lunel, par exemple. Donc c'est entre Montpellier et Nîmes, c'est pas mal comme ville. Après, vous avez Béziers aussi. Donc ces villes-là, elles sont très rentables. Mais après, c'est vrai que vous pouvez avoir des dossiers locatifs assez compliqués. Mais ça dépend comment vous choisissez vos locataires. Donc, mais en tout cas, vos risques, en fait, à l'achat, vos risques ne seront pas énormes. Donc, vous n'allez pas payer trop cher pour l'appartement. Vous allez certainement les louer assez cher. Certainement, vos locataires ne seront pas très riches.
Souvent, ils auront des aides de l'État qui sécurisent en quelque part vos loyers, mais par contre, il y a des particularités dedans. Il faut vraiment que je lance une chaîne, je pense, sur l'immobilier. Je ne l'ai pas fait encore une fois parce que je trouve qu'il y en a beaucoup déjà, des chaînes, et je trouve que toutes les chaînes immobilières, elles parlent de la même chose à chaque fois. Parce que, comme je viens de vous dire, il y a 2-3 stratégies qui marchent et pas plus. Je dis 2-3, là je veux juste vous mentionner une, donc c'est investir à cash flow positif, probablement dans les zones populaires. Et si vous n'avez pas d'apport, si vous avez un gros apport, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez investir dans 92, ça marche parfaitement. Mais il faut toujours garder en tête qu'il faut que votre cash flow soit positif tous les mois. L'autre stratégie qui marche, il implique plus votre intervention, plus de votre travail. Donc du coup, quelque part, ça devient plus l'investissement passif. Déjà, l'allocation à l'année, il ne faut pas rêver. C'est pas l'investissement 100% passif. Vous auriez des choses à faire. Vous auriez des dossiers à gérer, même si c'est l'agence qui gère. L'agence, d'ailleurs, pour moi, c'est vraiment un maillon faible dans cette stratégie d'investissement, parce que les agences, généralement, elles ne font pas grand-chose. En fait, souvent, ils créent plus de problèmes que de solutions. Donc, je ne dis pas que toutes les agences, encore une fois, je ne veux pas stigmatiser, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas l'agence qui va préoccuper de votre appartement et de votre locataire, de vos revenus locatifs. Voilà, et donc, même dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment des revenus purement passifs. Deuxième stratégie, c'est par exemple la colocation. Je pense que la colocation, c'est vraiment un vent en poupe aujourd'hui, parce que bon, déjà, les jeunes sont moins riches que... Parce qu'on sait que toute cette hiérarchie des générations, maintenant que les jeunes aujourd'hui sont malheureusement moins riches que les jeunes il y a quelques dizaines d'années. Et effectivement, la colocation, elle est populaire, surtout dans les zones tendues. Vous pouvez monter des stratégies assez intéressantes. Mais ici, il faut bien en acheter, il faut bien transformer le logement. Pour la colocation, il faut bien suivre l'évolution des lois. Donc, c'est encore plus de travail. Et troisième stratégie, ça, c'est vraiment la location saisonnière. Là, vous pouvez cartonner même dans les grandes villes. Mais vous créez votre deuxième boulot. Si par exemple vous détestez votre travail, moi c'est pas le cas, j'aime beaucoup mon travail, j'aime beaucoup le métier, ce que je fais, du coup pour moi c'est pas une option. Je veux pas abandonner mon travail pour aller faire de la location saisonnière. Donc, mais si par exemple, je sais que statistiquement plus de 80% des gens détestent leur travail, dans ce cas-là, si vous tombez dans ces 80%, dans ce cas-là, vous pouvez effectivement penser à cette stratégie-là. Il y a plein de chaînes qui sont très bien pour vous apprendre à investir en utilisant cette stratégie d'investissement saisonnier. Et pour répondre à Pistache, quelle serait ma stratégie si je débutais maintenant? Je ne sais pas quel âge il a. Donc, moi, je profiterai des crédits. Franchement, je vous dis sincèrement que les crédits au taux actuel, il faut s'endetter. Même, à la limite, même si vous n'êtes pas forcément nickel au niveau de cash flow, il faut le faire parce qu'il faut quelque part fixer ce taux actuel. Donc, créer de revenus sur la base de ce taux. Si, par exemple, si vous êtes jeune, je ne sais pas quel âge, encore une fois, je ne sais pas quel âge vous avez, mais si vous avez 25 ans, par exemple, forcément, vous avez énormément de temps devant vous, vous allez encore avoir votre salaire augmenter, et donc, même si vous dépassez genre 50 € ou 100 € par mois sur un investissement immobilier, parce que vous avez privilégié, par exemple, pas une zone populaire, mais une zone un petit peu plus huppée, où il y a plus de potentiel de hausse au niveau du prix de votre immobilier. Dans ce cas, pourquoi pas, vous pouvez le faire et juste vous fixer le taux actuel pour profiter des financements que les banques proposent aujourd'hui. Donc là, je pense que je ferai la même chose finalement que je faisais avant. Qu'est-ce que je ferais différemment par rapport à ce que j'ai fait à mes débuts? C'est que moi, je n'achèterai pas ma résidence principale en premier. Ça, c'est ce que je ne ferai pas. Parce que je me souviens, quand j'ai acheté ma première résidence principale, il a bouffé quasiment toute ma capacité d'emprunt. Et donc, du coup, la résidence principale, ce n'est pas l'investissement réellement, parce que les banques ne le voient pas comme ça. Et donc, je payais plus en crédit que je payerais en loyer. Donc, évidemment, c'était un appartement sympathique. Je l'adore, je l'ai toujours d'ailleurs en location. Mais en tout cas, ça m'a bloqué sur pas mal d'autres investissements. Donc ça, je pense que c'est vraiment un point que je considérais. Après, j'avais un autre cliché, je n'ai déjà parlé dans la précédente vidéo de réponse aux questions, parce que moi, j'avais un esprit purement parisien. Je pensais qu'en dehors de Paris, on ne peut pas investir, et voilà, ça sera le chômage, ça sera les impayés, etc. Ça, c'était une connerie aussi que je me suis mis dans la tête moi-même. Et finalement, il fallait aller découvrir la France, déjà c'est intéressant. Après, aller voir d'autres villes, par exemple Limoges, par exemple. Là, c'est une ville où il y a les rendements stratosphériques. Après, même à Strasbourg, c'est pas une petite ville, donc là, tout le monde connaît Strasbourg. Vous pouvez y investir et avoir des rendements très intéressants. Et donc, beaucoup plus intéressant que dans la région où j'habitais à l'époque. Donc là, je pourrais très bien, au lieu d'investir à 92, je pourrais investir à Strasbourg, à Limoges ou à Orléans, même, parce que c'est pas loin. Et donc, moi, je ne l'ai pas fait. Là, je pense que c'était une erreur. J'aurais dû
me fixer un objectif du cash flow dès le début et avancer dans ce sens. Et moi, je voulais investir un peu à côté de chez moi, parce que j'avais toujours ces arguments à la con, c'est que c'est plus facile à gérer. Bon, c'est pas un argument à la con, mais c'est vrai que c'est plus facile à gérer quand tu es à côté. Mais c'est une réflexion de quelqu'un qui veut acheter un appartement ou deux et pas construire un parc immobilier pour avoir un patrimoine, un réel patrimoine immobilier. Parce que si vous voulez construire un patrimoine immobilier, il faut le voir comme un projet, comme un business. Et donc dans ce cas-là, si vous vous dites que tiens, moi je vais aller fixer la fuite d'eau à chaque fois, non, ça va pas marcher. Ça va marcher peut-être avec un seul appartement, peut-être avec deux, ça va être déjà chiant. Mais si vous voulez vraiment se projeter à l'avenir et voir ça comme un projet, vous devez quelque part provisionner sur des travaux potentiels. Et donc ça devrait faire partie de votre business plan, que vous allez faire un appel à un artisan. Et si vous réfléchissez comme ça, vous n'avez plus cette limite géographique. Vous n'êtes plus obligé d'investir à côté de chez soi parce qu'il faut qu'en urgence que vous vous déplaciez. Donc si vous avez cette mentalité, je pense que si c'est pour acheter un appartement pour la retraite, ça va, mais si vous voulez vraiment investir à long terme et enchaîner l'achat de l'immobilier, parce que c'est possible en France, c'est ça, incroyable, mais c'est possible. En ayant presque pas d'argent, vous pouvez vous construire un parc immobilier en France. Ça, c'est vraiment excellent, je trouve. Et je connais aucun pays ailleurs où on pourrait faire ça. Donc, effectivement, si vous suivez le cash flow, si par exemple votre première acquisition fait du cash flow, vous avez bien analysé votre investissement, vous pouvez l'année suivante, même l'année même, vous pouvez enchaîner sur une autre opération et continuer comme ça quasi de manière infinie. Et donc, je trouve ça vachement motivant comme approche et c'est pas réservé aux riches. C'est ça que j'adore. C'est que c'est pas genre si tu as 10 ou 20 appartements, c'est pas parce que tu étais un richou au début, mais c'est juste parce que tu as bien réfléchi ta stratégie dès le début. Et tu as bien visé le cash flow et tu as bien réussi d'expliquer ton projet à la banque. Je fais un peu la pub de l'immobilier là. Vous me dites dans les commentaires s'il faut quand même. Je commence à toucher les limites de mes capacités au niveau de temps, mais si vous voulez qu'on parle de l'immobilier un peu plus. Donc la question suivante, Yasinovic. Salut Pavel, tout d'abord merci pour tes vidéos très instructives. Au plaisir. Ma question est la suivante. Penses-tu que nous allons avoir dans le futur une montée en puissance des BATX, je ne sais pas comment ça se prononce, aussi fulgurante et puissante que les GAFAM actuellement? Et si oui, alors quelle sera d'après toi la place des GAFAM à l'avenir, car les BATX reprennent les mêmes métiers? Merci pour ta réponse. Bon, déjà, BATX, c'est peut-être pas très populaire comme acronyme, c'est un peu comme les GAFAM mais chinois. Donc c'est Baidu, Alibaba, Tencent, je sais pas, Xiaomi peut-être, je sais pas. Voilà. En gros, c'est le GAFAM chinois, mais bon, encore une fois, si on revient à la question que j'ai déjà répondu, en fait, en gros, c'est que tout dépend des enjeux politiques. Si la Chine s'ouvre, si la guerre entre la Chine et les États-Unis se calme, si on trouve les compromis, dans ce cas-là, on peut parler des BATX comme des futurs GAFAM, ou déjà des GAFAM actuels, parce que Alibaba est tout à fait comparable à Amazon, et Baidu est comparable à Google. Et donc, comme je viens de vous dire, que je trouve que ce sont des opportunités. En gros, j'ai quasiment toutes ces valeurs de acronyme BATX dans mon portefeuille. J'ai Baidu et Alibaba et Tencent et Xiaomi, et j'en regrette pas, donc du coup je les garde. Elles sont pas chères, elles sont très intéressantes, et voilà. Mais encore une fois, je pense pas que ça va détrôner les GAFAM, parce que n'oubliez pas que ces services, elles ont quand même une certaine sensibilité géographique. Par exemple, moi, je suis d'origine russe, en fait. Et en Russie, il y a aussi des équivalents de Google qui s'appellent Yandex. Et donc, Yandex, parce qu'il a réussi de prendre le moat, en fait, comme je vous ai dit, l'avantage concurrentiel d'après ses audiences, qui est normalement les pays ex-soviétiques, il est très populaire là-bas. Il fonctionne beaucoup mieux que Google dans ces pays-là. Et ça permet à ces entreprises de se développer en parallèle, de faire une concurrence, on va dire, saine entre les grands secteurs. Parce que vous pouvez effectivement faire des achats sur Alibaba en étant en France, mais vraiment leur secteur principal, c'est la Chine et l'Asie. Donc moi, je ne vois pas de problème que les deux coexistent. Et bon, du coup, effectivement, ça créera de la concurrence, certes. Amazon ne sera pas un quasi-monopoliste comme elle est aujourd'hui, ou Google ne sera pas quasi-monopoliste comme elle est aujourd'hui. Et je pense que ça va quand même dans le bon sens. Honnêtement, je pense que ça serait même mieux comme ça, le monde serait plus équilibré. Mais probablement, ça pourrait enlever une certaine surprime sur les GAFAM. Mais vous savez, les GAFAM, que je vous dis toujours, elles ne sont pas si chères que ça, hein. Elles sont chères par rapport à leur market cap. Quand on regarde la valeur de l'entreprise sur le marché, elle est énorme. Mais par rapport à leurs revenus,
elle n'est pas si énorme. Effectivement, si à cause de la concurrence de BATX, les revenus baissent, dans ce cas-là, on va pouvoir parler de la survalorisation des GAFA, mais probablement il y aura une certaine correction, mais ça ne va pas arriver demain. Donc la prochaine question, elle était posée en russe d'une de mes compatriotes, Natalia, elle s'appelle. Donc en gros, la question est par rapport au ETF sur S&P 500 où toutes les actions ont la même pondération. Donc vous savez parfaitement que chaque indice n'a pas la même pondération pour les différentes valeurs, donc toujours dans les indices, les plus grosses valeurs pèsent le plus, mais effectivement c'est un ETF qui visiblement donne le même poids à toutes les valeurs, et est-ce que c'est intéressant ou pas? Moi j'ai pas d'avis, parce que c'est quand même assez difficile à comparer les sociétés du fonds de S&P 500, de la petite valeur de S&P 500 par rapport à Apple, clairement, de tous les points de vue, de point de vue des perspectives, de point de vue des capacités de gagner de l'argent, de pricing power, etc. etc. Donc c'est pas du tout les mêmes échelles. Et donc moi, je vous dis tout le temps dans les portefeuilles que j'expose ouvertement sur la chaîne Mind the Cash qu'il faut toujours suivre la pondération de chacune des valeurs dans votre portefeuille. C'est la fameuse colonne centrale de weight que je vous présente dans chacun de mes portefeuilles qui sont exposés sur la chaîne Mind the Cash. Et donc, cet ETF, quelque part, elle est contredit à ce principe de base de la gestion de risque. Donc, pour moi, c'est nonsense. Donc, en fait, moi, j'investirais jamais. Bon, déjà, j'investis pas dans les ETF en général, mais pas parce que je les aime pas, mais dans cet ETF, je n'investirai pas du tout parce qu'en gros, il ne respecte pas mes propres principes de la gestion de risque. Je ne veux pas donner le même poids à Apple à une petite entreprise perdue. Bon, pas petite, il n'y a pas de petite entreprise dans le S&P 500, mais il y a des entreprises qui sont très petites par rapport à Apple, si on les compare par rapport à Apple. Et pour la prochaine fois, Natalia, je vous demande quand même de poser la question en français, parce que comme ça, les autres abonnés pourraient aussi voir et éventuellement mettre des likes sur votre question pour qu'elle remonte en haut de la liste et pour que je la prenne. La question suivante est posée par Ulysse Mossé. Bonjour Pavel, on parle souvent du money management avec une allocation maximale de 5% pour les sociétés de qualité. Que penses-tu des investisseurs comme M. Buffett qui estiment qu'un portefeuille étendu est une mauvaise chose? Comment arriver à être investi sur une trentaine de valeurs sans être trop étendu? Déjà, par rapport à Warren Buffett, vous savez, j'étais un grand fan de Warren Buffett et de son professeur Benjamin Graham au début de pas de ma carrière d'investissement, au début de mes investissements en bourse. Et je vous dis clairement que maintenant, avec le recul, je dis qu'il est malin ce gars-là. Hein. Donc là, il est génie, forcément. Il fait partie de l'école de Value Investment, dont moi je fais partie aussi initialement, même si mes approches aujourd'hui ont beaucoup changé. Mais la façon comment Warren Buffett investit, ce n'est pas la façon avec laquelle vous allez investir. Donc souvent, il investit en rentrant dans le capital de telle façon qu'il fait partie du board de l'entreprise. Souvent, il transforme les entreprises en elles-mêmes, de l'intérieur, pour qu'elles deviennent ce qu'il veut. Pour que cette entreprise, quelque part, implémente sa vision de développement. Donc c'est vraiment un investisseur en interne, il fonctionne presque comme on appelle les private equity. Donc il arrive avec des gros capitaux et il transforme l'entreprise pour qu'elle devienne une entreprise performante. Ce n'est pas toujours le cas. Dans certaines entreprises, elle est rentrée sans respecter cette approche, mais dans la plupart des cas, là, dans ses plus gros succès, il est rentré en tant que gros investisseur qui impacte significativement la politique de cette entreprise. Donc du coup, pour vous, ça ne sera pas le cas, certainement. Et donc du coup, on ne peut pas se projeter avec ces approches. Je vous conseille vivement de regarder plus les approches de Peter Lynch que les approches de Warren Buffett, parce que les approches de Peter Lynch sont beaucoup plus adaptées à des particuliers que les approches de Buffett et Charles Munger. Donc voilà. Et en plus, n'oubliez pas que Warren Buffett il est plus spécialisé dans les entreprises value, peut-être pas forcément les values qui sont sous-valorisées par rapport à leur bilan, mais surtout par rapport à leur potentiel. Et il est beaucoup moins spécialiste des sociétés de croissance. Donc tout ce que je disais, par exemple, sur la catégorie D et catégorie C, c'est pas son truc. Il n'investit pas dans ces catégories-là, et c'est ces entreprises qui performent aujourd'hui. Donc je ne pense pas que le modèle d'investissement de Warren Buffett, c'est celle qu'il faut suivre nécessairement pour les prochaines années. En termes de répartition des valeurs dans votre portefeuille, je dirais que c'est tout à fait normal d'avoir entre 30 et 40 valeurs. Pour moi, ça ne me choque pas du tout, même plus. Parce que certaines positions, en tout cas comment moi je gère mon portefeuille, je vois comme une seule position, par exemple, un investissement diversifié sur une dizaine de biotech. Parce que pour moi, c'est une seule position sur les biotech de catégorie D.
donc si vous voulez, ou bien sur les biotech qui sont spécialisées dans les quartiers. C'est une approche qui est spécifique à moi, donc pour moi, si on me dit que j'ai un portefeuille de 20 lignes, une des lignes va être représentée par plusieurs entreprises. Donc c'est pour ça que je trouve que la quantité de valeurs, ce n'est jamais un problème. Le problème, c'est le manque de diversification. Parce que si vous avez 20 valeurs dans votre portefeuille, vous devez vous assurer tout d'abord qu'elles ne sont pas corrélées. Tandis que souvent, elles sont corrélées aujourd'hui, même si ces corrélations ne sont pas toujours aussi visibles. Donc, avoir trop de valeurs, c'est moins le problème qu'avoir pas assez, selon moi. Bon, la prochaine question était posée par Reda Juan. J'ai une question, est-ce que la bourse est corrélée à la valeur de la monnaie? Donc, bon, c'est une question difficile à répondre parce que qu'est-ce que c'est la valeur de la monnaie pour vous? C'est le cours de change par rapport à une autre devise? Si oui, par rapport à laquelle? Est-ce que c'est je sais pas, qu'est-ce qu'on peut acheter au Big Mac Index ou quelque chose comme ça? Donc, qu'est-ce que c'est la valeur de la monnaie? Donc, tout dépend de ça. Donc, effectivement, la monnaie, en fait, la qualité de la monnaie peut impacter l'entreprise. Parce que, évidemment, si l'entreprise, je prends un exemple absolument aléatoire, fait son chiffre d'affaires en Bitcoin, on sait que le Bitcoin bouge de 10% facilement tous les jours. Donc, forcément, elle est dépendante de la volatilité de cette devise. C'est très difficile de faire la négoce dans une devise comme ça, parce que tous les jours, les cours de la devise vont changer, et forcément, vous allez avoir une certaine période quand vous allez devoir garder votre argent et le placer quelque part, vous allez avoir besoin de trésorerie, ce qu'on appelle donc. Et donc, ça veut dire que chaque fois quand vous allez placer cet argent quelque part, il y a un énorme risque qu'il se dévalorise ou il s'apprécie. Bon, après, ça dépend de comment vous placez cet argent. Donc, forcément, la qualité de la monnaie dans laquelle l'entreprise fait du business est importante. Mais évidemment, si cette entreprise est cotée, forcément, ça impacte les cours de bourse de cette entreprise. Et du coup, ça impacte les bourses. Mais je ne pense pas que c'est ce genre de corrélation qu'il faut chercher pour comprendre les mouvements boursiers. À mon avis, c'est pas ça qui va impacter le plus les tendances boursières. Donc... Après, bon, j'ai peut-être mal compris cette question, mais j'ai essayé de la répondre, donc désolé si ce n'était pas la réponse que vous cherchez. Bon, la deuxième question de Reda Rouen, est-ce que la méthode DCA est encore valide avec la bourse d'aujourd'hui? D'ailleurs, quand je lu cette question, au début, je pensais à DCF, donc Discounted Cash Flow, mais là, finalement, c'est Dollar Cost Averaging. En fait, en gros, c'est quand vous achetez en plusieurs parties votre position, donc vous achetez pas tout de suite, et vous achetez par lot, en fait, si vous voulez, et comme ça vous permet de lisser quelque part le cours, le PRU, ce qu'on appelle donc le cours de revient. Moi, je ne vois pas de problème pourquoi ça ne marcherait pas dans la bourse actuelle. Je pense que ça marche très bien. Moi, je l'utilise systématiquement. Souvent, je rentre dans une valeur avec une petite portion. Ensuite, si elle baisse encore, j'accumule et j'accumule jusqu'à un niveau qui m'intéresse. Souvent, je le fais. Donc ça sera le sujet justement dans la formation Option Invest, dans la partie formation de ce groupe que je vais créer. J'achète souvent les valeurs en vendant les puts. Donc, comme je vous ai déjà parler beaucoup de fois dans mes vidéos sur la chaîne Mind the Cash que je rentre de cette façon-là, parce que si jamais mon niveau n'est pas atteint, ça me permet quand même de toucher le cash. Donc ça, c'est vraiment une stratégie qui me crée des revenus passifs, un peu comme avec l'immobilier. Et j'utilise cette approche. Donc en gros, j'ai toujours un point d'entrée et je vends les puts sur ce point d'entrée. Donc c'est différent, ça rapporte plus du cash, mais en tout cas, si DCA, si vous ne voulez pas utiliser les options, je ne vois pas quel est le problème d'utiliser cette méthodologie. Qu'est-ce que tu penses de l'action Disney? Voilà, donc l'action Disney, on va regarder ça tout de suite. L'action Disney m'intéresse, pour être honnête, mais elle m'intéresse encore une fois dans la ligne diversifiée. En fait, une ligne synthétique qui est composée des autres valeurs qui proposent le contenu VAD, donc vidéo à la demande, avec Netflix et avec AT&T éventuellement. Donc ces trois valeurs peuvent faire partie du mon exposition sur VAD. Donc là, je le vois plus comme une entreprise qui va fournir les services de VAD plutôt que son activité traditionnelle. Dans son activité traditionnelle, il peut générer le cash flow stable parce qu'évidemment, eux, ils ont un moite, clairement, parce que ça, c'est un exemple d'une entreprise qui a le pricing power, qui a les avantages concurrentiels. Donc Disney Park, ça ne va jamais disparaître. C'est difficile de
faire concurrence à ces parcs par d'autres entreprises équivalentes. C'est pas le business le plus rentable au monde, mais ça reste quand même un business assez intéressant. Donc je pense que c'est une valeur assez intéressante, mais maintenant de point de vue technique, je vais vous montrer parce que je l'ai regardé il n'y a pas longtemps justement. Et j'ai toujours mon marquage que j'ai gardé ici. Donc il y a eu un gros gap haussier en fait ici entre 155 et 166, 167 même. Et après, on évolue quand même dans une fourchette assez élevée des prix. Donc, on a rebondi largement depuis la crise de Covid. Donc, je pense que cette valeur, elle est très haute. Donc, en fait, elle est très, très chère au cours actuel. Donc là, en plus, ça ressemble beaucoup en pattern tête et épaules. Donc après, ça reste l'analyse technique, donc, mais ça ressemble quand même énormément, même si c'est pas parfait. Bon, c'est jamais parfait, hein, très rarement que c'est parfait. Pour moi, je vois quand même le retour vers ces cours normaux. Donc moi, je pense qu'il faudra aller la chercher vers entre 140 et 150, mais pas au cours actuel, je ne rentrerai pas. Ça, c'est sûr et certain. En revanche, ce que je pourrais faire, c'est de commencer à vendre les puts sur les niveaux qui m'intéresseraient. Donc là, le niveau qui est, bon, là, ça risque d'être un peu loin. Mais dans les niveaux à 140, on peut réfléchir, si vous avez des options, si vous utilisez ces instruments, vendre les puts à 140. À partir de 140, ça peut être une bonne idée d'investir sur Disney. Voilà, une question suivante. Salut Pavel, je sais que tu utilises des options, entre autres, pour te couvrir. Mais utilises-tu aussi des stop-loss? Si oui, un peu beaucoup, systématiquement, remontes-tu des stop-façons? Autre question. Pour les actions américaines, notamment, les fluctuations du taux de change peuvent être décisives. Par exemple, j'ai acheté pas mal l'action en mars quand l'euro USD était en 17 et il est vite monté en 22. Donc là, je pense que vous devez être content. Maintenant, c'est en train de baisser et ça fait une grosse différence. Prends-tu en considération de te positionner? Merci pour ta chaîne. Donc, Antoine, pour les options, comme j'ai déjà dit, en fait, je prépare un groupe avec une formation sur les options, mais il n'y aura pas que la formation, il y aura tout un tas de choses que je vais publier par la suite, qui sera dédié que aux options. J'utilise presque pas des stop-loss. C'est peu bizarre. Je conseille aux autres de les utiliser parce que la plupart des personnes ne traitent pas les options. Moi, avec les options, je n'ai pas besoin de stop-loss parce que je peux les garantir avec les options. Comment le faire, etc. Ça, justement, ça sera le sujet de ce groupe, de cette formation. Mais c'est la bonne façon de faire utiliser les stop-loss quand même, mais la faiblesse énorme des stop-loss que personne ne vous garantit ces stops. Personne ne vous garantit que entre la fermeture du marché et la réouverture de la journée suivante, vous n'allez pas avoir un gap baissier énorme et tout votre stop loss ne va pas vous servir. Et le problème, c'est que les plus grosses annonces, la plupart d'annonces se font justement pendant la clôture des marchés. Et donc, du coup, son efficacité est très souvent exagérée. Donc après, si vous mettez un stop loss très loin, en fait, si vous avez une position long terme, je ne vois pas trop l'intérêt de mettre un stop loss parce que de toute façon, vous allez avoir le temps pour analyser une fois toutes les semaines qu'est-ce qui s'est passé avec une action. Par exemple, si par exemple j'ai action Microsoft aujourd'hui à 250 et je ne vois pas l'intérêt de mettre en stop loss à 200 ou à 150 encore plus si je veux la garder longtemps. Parce que bon, évidemment, s'il baisse autant, je vais le savoir, j'aurai le temps de réagir manuellement. Donc c'est pour ça en fait, c'est pour ça que je ne l'utilise pas. J'utilise les stop loss quand je fais du intraday, mais ça m'arrive hyper rarement, vraiment. Je fais presque pas du tout cette approche-là. Dans intraday, c'est parfait. Donc vous n'avez pas besoin des options. Peut-être si, mais bon, ça dépend de votre stratégie. Mais en tout cas, en intraday, vous pouvez trader les indicateurs techniques en utilisant le stop loss s'il s'agit évidemment des instruments liquides. Donc, mais dans les cas d'investissement, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, autre question, les actions américaines. Voilà, les fluctuations de taux de change. Moi, je ne me couvre pas contre le taux de change. Après, évidemment, les couvertures, notamment, encore une fois, les options. Soit vous pouvez prendre les futurs sur le taux de change. Vous pouvez prendre juste les positions inverses sur le spot, en fait, sur le spot Forex, si vous voulez. Ce ne sera pas un hedge parfait, mais ça va quand même vous amorcer un certain impact des taux. Mais moi, en fait, dans mon objectif, je veux diversifier entre trois devises. C'est le dollar, l'euro et le franc suisse. Le franc suisse, parce qu'évidemment, moi, j'habite à côté de la Suisse et je travaille en Suisse. Mes dépenses ne sont pas principalement en Suisse, mais quand même, je dépense quand même un peu en Suisse, mais pas beaucoup. Mais je veux diversifier entre ces trois devises. Et pour moi, le fait que j'ai des positions en dollars, c'est stratégique. Je veux avoir cette diversification parce que évidemment, j'ai de l'euro, j'ai des placements en euros, j'ai de mon immobilier qui est payé, c'est en euros. Si je revends par exemple mes appartements dans lesquels j'ai investi il y a des années, je vais les revendre en euros. Donc du coup, l'euro pour moi, c'est la devise de base, si vous voulez, parce que j'habite dans la zone euro, je compte y rester.
Donc, pour moi, je vois ça comme une diversification de mon patrimoine global. Donc, du coup, je ne hedge jamais le cours de change. Or, si j'interviens sur des marchés émergents, style Russie, style Chine, etc., mais ça arrive encore plus rarement. Daphné Leroy. Donc la question, faut-il s'alléger un peu avant les mois d'été? Donc ça sera la dernière question que je vais répondre aujourd'hui. Donc après, c'est une question assez intéressante, bon, assez rigolote, je dirais, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'il y a des saisonnalités dans les marchés. C'est vrai que statistiquement, on peut détecter certains mois sont plus favorables au marché, mais tout ça, vous savez, tout ça, on ne peut pas construire les stratégies sérieuses là-dessus. Donc, sell on May and go away, on voit ça souvent dans les médias, mais vous ne pouvez pas trader ce genre de choses. C'est vrai que les gens ont tendance de partir en vacances et veulent partir avec la tête claire et nette, de genre, mais il y a énormément d'intervenants qui restent sur le marché pendant le mois d'été. Et donc, s'il y a des bonnes nouvelles qui tombent, on peut monter en mai, on peut baisser en mai, on peut baisser en avril, qui est historiquement le meilleur mois pour les bourses. Moi, je ne regarde pas ça. Après, avant le mois d'été, si vous parlez de la situation actuelle avec le Covid, la réouverture, etc., je veux dire, si votre question concerne la situation précise actuelle, je vous invite de regarder ma vidéo de demain, de Café du Dimanche, là où je vais présenter ma vision, je vais revoir mon timeline, parce que maintenant, on a plus de paramètres à analyser, et je vais vous expliquer en détail qu'est-ce que je pense pour les mois à venir. Je pense qu'il faut alléger, pour réponse courte. C'est vrai que je pense qu'il faut alléger les portefeuilles. Il y a des risques, il y avait toujours des risques, mais en tout cas, maintenant, ces risques peuvent se matérialiser. Je ne dis pas qu'il y aura une chute de marché énorme, mais en tout cas, nous rentrons dans les incertitudes quand même, dans une période des incertitudes assez bien prononcé. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, s'il vous plaît, à mettre un like, pour moi, super important. S'il vous plaît, partagez cette vidéo à vos amis. Inscrivez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous voulez poser la question la prochaine fois, rejoignez les Telegram Mind du Cash. Je vous souhaite tout le meilleur et à demain dans le Café du Dimanche. À très bientôt, Mind du Cash.